Bonsoir, c'est avec un grand regret que je ne peux pas être parmi vous ce soir parce que c'est la session des conseils d'administration où je siège. C'est avec un grand regret parce que d'abord j'aime énormément l'Institut d'études avancées et son directeur Saadi Lalo que je salue et son site sublime de l'hôtel de Lausanne, probablement l'un des plus beaux du monde, en tout cas l'un des plus beaux sites de Paris et de Paris-Centre. Et puis avec regret aussi parce que j'aime énormément son approche et son équipe transdisciplinaire et cosmopolite. Et enfin, avec un grand regret parce que ce colloque, son thème, ses intervenants m'intéressent au plus haut point. En un sens même, voilà le thème qui fait le lien entre mes deux vies, celle d'économiste, enseignant des crises, notamment financières, et praticien de la prévision financière, en particulier celle de la crise des subprimes, la crise de 2008, et ma vie désormais d'homme politique chargé de mettre en œuvre un programme qui est fondé sur une série d'hypothèses quant au futur. Alors, je voudrais commencer par dire un mot peut-être de la crise financière, et autant le dire tout de suite, contrairement à certaines des personnalités de la session 2, je crois, moi je ne fais pas partie des prophètes à succès. Et je considère au contraire que j'ai fait preuve de cécité, certes partagée avec pas mal de gens, mais au point que moi j'ai souhaité y consacrer un livre écrit en 2012 avec le journaliste Nicolas Veil, les dessous du triple A, voilà. C'est, je crois, la première fois que j'en parle pratiquement. Je l'écris sous un nom de plume. Et l'introduction, il se trouve que l'introduction même de mon livre que je feuilletais à l'instant s'intitule Le complexe de Jonas, autrement dit le complexe du prophète. Tandis que le dernier chapitre, lui, s'intitule Risques, promesses et mensonges. On est en plein dans le cœur de ce colloque et j'ai analysé dans ces chapitres plusieurs de mécanismes de la prévision qui fondent autant de dilemmes scientifiques. Alors, pour le faire simple, je crois que, et c'est l'objet aussi des discussions de ce colloque, soit on considère que la prévision est binaire, hein. On est dans un scénario de oui ou de non sur un événement particulier, et alors on a bien un critère de falsiabilité, par exemple, qui est celui que Karl Popper définissait pratiquement comme synonyme de la science, de la démarche scientifique. Ça permet de dire qui a eu raison, qui a eu tort, c'est même le sous-titre d'une de vos sessions, mais on n'échappe pas à l'évidence rétrospective. C'est-à-dire qu'après les faits, effectivement, il est facile d'attribuer les torts et les raisons. Ou alors on considère, comme je l'ai fait en tant que prévisionniste, que la réalité est toujours bien plus complexe et qu'elle est plus proche d'un continuum probabiliste, cher aux statisticiens que nous sommes, Sadi Lalo et moi-même. Et alors, la prévision, dès lors qu'elle est perçue comme cette distribution probabiliste, ce qu'est au fond, par exemple, les notes des agences financières, j'ai fait partie d'une agence financière pendant une quinzaine d'années, euh, une distribution probabiliste est par nature toujours fausse, parce que la réalité va se produire avec une probabilité ex post de 1, et donc si on n'a jamais raison, eh bien on n'a jamais vraiment tort non plus. Et c'est l'une des apories que j'ai analysées dans mon livre. Et, mais en même temps, évidemment que j'ai une préférence pour cette deuxième approche, puisque je la trouve en réalité plus scientifique et qu'il y a des critères qui permettent de déterminer, et notamment la répétition dans le temps, un certain nombre de fois, si oui ou non, en moyenne, sur un grand nombre d'expériences, de prédictions répétées, on a raison ou on a tort. Mais il y a un autre type de problème dans l'approche probabiliste de la prévision du futur, c'est que cette notion de distribution, elle est très contre-intuitive. Qui, franchement, mesure intuitivement la différence entre une probabilité de 20% ou de 60%, et donc a fortiori entre une probabilité de survenance d'un événement futur de 0,02% et de 0,008%. Et pourtant, entre 0,02% et 0,08%, c'est la différence entre un double A et un simple A dans la notation des états. Et vous savez à quel point ces changements de notation génèrent une appréhension, une abondance d'interprétations et de significations attribuées par tous les acteurs de la prévision économique et même politique. Alors, c'est pour ça d'ailleurs, dans un sens, que les notes, les fameux triple A, double A, simple A, sont des lettres qui substituent la simplicité d'un alphabet
à la notion des lettres, la familiarité des lettres, à le continuum probabiliste des chiffres. Et c'est presque le cœur de ce colloque, au fond. C'est tout le problème de la prédiction dès lors qu'elle veut être source de motivation, et donc d'abord de pédagogie, d'intellection, de compréhension. Il faut qu'elle simplifie les alternatives, au risque de se tromper. En politique ou en écologie, ce qui au fond revient un peu au même en ce moment, c'est-à-dire lorsqu'on se fonde sur une vision relativement simple pour pouvoir appeler les citoyens à aspirer à un changement qui est forcément coûteux, parce qu'il faut renoncer à sa voiture, trier ses déchets, manger moins de viande, eh bien, on est déjà dans cette démarche qui consiste à basculer dans ce qui s'appelle, je crois, que certains d'entre vous ont appelé le langage prophétique, et qui aboutit forcément à une simplification des enjeux, simplification des, des événements possibles. Et à vrai dire, qui se motiverait si on vous donnait le réchauffement climatique comme une discrétion, un continuum probabiliste. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment mentir que de simplifier les enjeux? Et toute tout le dilemme des politiques se tient peut-être là. Et je l'ai dit, la prédiction, dès lors qu'elle veut servir de motivation à l'action, doit emprunter un langage simplifié, celui en fait de la prophétie. C'est-à-dire non pas il va se passer ceci, peut-être, mais il va se passer ceci, aussi de différent, peut-être. Non, de passer à un langage prophétique, ça veut dire que on annonce qu'il se passera ceci, éventuellement, conditionnellement, à une hypothèse binaire, si vous ne faites pas ceci ou si vous faites cela. Voilà ce qu'est une prophétie. Et par nature, elle génère une seconde difficulté ou une troisième difficulté scientifique. Cette difficulté, c'est euh, dès lors que la parole prophétique a une efficacité, qu'elle doit avoir une efficacité, si elle motive le changement qu'elle entend provoquer, arrêter de consommer trop d'électricité ou trop de viande parce que la planète va se réchauffer, eh bien, si elle est efficace, elle va avoir un effet contraire, un effet contre-réalisateur, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, et parfois aussi autoréalisateur dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, elle va avoir un effet qui va modifier l'objet même de la prédiction, de sa prédiction. Et au fond, c'est bien ça le dilemme de Jonas. Être un prophète de vérité suppose de ne pas être cru, afin que la destruction annoncée de Ninive, en l'occurrence dans la prophétie de Jonas, la ville de Ninive advienne, ou être cru par ses habitants, ce qui empêchera la prédiction d'avenir et donnera tort a posteriori au prophète. Voilà, j'ai posé des dilemmes, j'ai posé le dilemme du prophète ou le dilemme de Jonas, et je n'ai aucune intention de le résoudre ce soir. Je vous fais confiance pour continuer pendant encore une journée vos débats, et je fais confiance surtout à des savants bien plus férus de ce sujet que moi pour résoudre cette journée. Je vous souhaite un très très bon colloque et je remercie l'IEA et sa direction de l'avoir tenu.